Entre ma contamination et le moment où j'ai commencé à ressentir, à véritablement tomber malade, et tomber malade du sida, il s'est passé presque 10 ans. C'est-à-dire que tout le début de ma vie, entre une contamination à l'âge de 18 ans et 10 ans après, bien évidemment que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, j'ai intégré un milieu professionnel, et pendant une dizaine d'années, j'ai pas été confronté aux problématiques de quelqu'un qui avait le sida et donc qui était marqué physiquement ou qui était très malade. Et j'ai pas été confronté à ça. Donc j'ai commencé même si j'avais d'autres problèmes qui découlaient de cette séropositivité et qui pouvaient être potentiellement des freins ou des blocages à ma vie au quotidien, ils étaient beaucoup plus d'ordre psychologique ou liés à la confiance en moi ou à l'estime de moi ou aux stigmatisations de l'extérieur, mais encore que c'était pas un truc visible, c'était pas un truc dont je parlais forcément. Donc du coup j'ai été assez protégé pendant les 10 premières années. Ce qui a marqué vraiment une étape cruciale, c'est le jour où j'ai déclenché la première maladie opportuniste. Parce que bien évidemment là une pneumocystose, un cytomégalovirus, bien évidemment que ce sont des maladies on ne peut plus travailler. Donc j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec un amaigrissement énorme, avec 20 kilos, je crois que j'avais perdu 20 kilos, avec des séjours à l'hôpital qui étaient très longs. Donc bien évidemment que c'est à partir de ce moment-là que ma relation avec l'emploi ou en tout cas dans la continuité ou dans un truc de carrière ou d'évolution naturelle, tout ça s'est interrompu puisque la maladie prend le pas et devient beaucoup plus présente que le réel, que le quotidien. Ce qui motive et ce qui conditionne tout son vécu finalement, surtout à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas de traitement, hein, c'était la maladie. Le truc, c'est qu'on a besoin de bosser pour continuer à bouffer. C'est-à-dire que malheureusement, le système, même si le système français, à l'époque, n'était pas trop mauvais, parce qu'il quand même, il couvrait, on avait quand même des garanties et des mesures et des précautions sociales qui étaient mises en place. On a quand même besoin de travailler pour pouvoir se loger et bouffer. Et puis c'est difficile quand on est très très jeune, c'est assez compliqué de finalement être inactif. C'est pas un truc, on n'a pas été conditionné, on n'a pas été éduqué comme ça. Et surtout parce qu'on est malade. C'est-à-dire que si on décide un beau jour d'arrêter de bosser pendant 2 ans parce qu'on a envie de faire le tour du monde avec un sac à dos, c'est formidable. Et on n'a pas ce côté que je mettrais vraiment entre guillemets, qui est le côté improductif, mais qui est un truc qui a vraiment collé au séropos et qui colle encore de temps en temps aujourd'hui, même si c'est moins flagrant, c'est encore un qualificatif qu'on pourrait avoir de manière très péjorative sur le dos. Et à l'époque, ça l'était beaucoup plus, puisqu'on était beaucoup plus malade. Et ça a duré, même après la mise en place des premières trithérapies et les premiers succès enregistrés avec les trithérapies, mais avec les effets secondaires très importants qu'on a tous connus, ce sentiment comme ça d'improductivité ou d'inégalité, finalement on n'était pas physiquement égaux aux autres, a perduré. C'est vrai qu'à l'époque c'était très compliqué, et surtout quand les stigmates, quand la maladie était visible, qu'elle était plus visible que finalement ce qu'on avait de vivant. On ne voyait plus que ça. Des hommes ou des femmes de 30 ans, de 25 ans, ou de 30 ans, ou 35 ans, extrêmement maigres, avec des taches sur la peau. Bien évidemment qu'à l'époque, on pensait systématiquement, et n'importe qui pensait à l'époque, que c'est les gens qui avaient le sida. Et c'était malheureusement, il y avait une certaine réalité là-dedans. Et donc non, le regard des gens changeait forcément. Toutes les peurs et tous les préjugés sur cette maladie s'inscrivaient, enfin on a tous en tête le nombre de licenciements abusifs qu'il y a pu y avoir, des gens séropositifs qui ont été licenciés sans cause réelle, sans motif sérieux, du seul fait de leur séropositivité. Voilà, même si aujourd'hui il y a des lois qui sont arrivées et qu'on protège quand même, les séropositifs sont protégés par le code du travail, à l'époque c'était pas forcément le cas, et on a été victime très 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 longtemps du rejet de la part des autres. Est-ce qu'il faut le dire? D'abord, on n'est pas obligé de le dire. Ça c'est le désir de chacun.
ça entraîne d'autres questions qui sont plus profondes. La disabilité, c'est fondamental. La disabilité, ça veut aussi dire pour un malade, le fait de dire son statut sérologique, ça veut dire ne plus en avoir honte, ne plus le subir. Et c'est quand même quelque chose que je porte et que je défends en permanence, avec tous les risques que ça peut comporter. Moi, j'en ai aucun. Moi, je suis un homosexuel masculin vivant à Paris et travaillant dans la lutte contre le sida. Donc bien évidemment que le fait de dire mon orientation sexuelle, mon statut sérologique, dans mon cadre de vie, dans mon réseau amical et même familial, ne me pose absolument aucun problème. C'est malheureusement pas aujourd'hui le cas, mais c'est... voilà. Entre ma contamination et le moment où j'ai commencé à ressentir, à véritablement tomber malade du sida, il s'est passé presque 10 ans. C'est-à-dire que tout le début de ma vie, entre une contamination à l'âge de 18 ans et 10 ans après, bien évidemment que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, j'ai intégré un milieu professionnel et pendant une dizaine d'années, j'ai pas été confronté aux problématiques de quelqu'un qui avait le sida et donc qui était marqué physiquement ou qui était très malade. Et j'ai pas été confronté à ça. Donc j'ai commencé même si j'avais d'autres problèmes qui découlaient de cette séropositivité et qui pouvaient être potentiellement des freins ou des blocages à ma vie au quotidien, ils étaient beaucoup plus d'ordre psychologique ou liés à la confiance en moi ou à l'estime de moi ou aux stigmatisations de l'extérieur, mais encore que c'était pas un truc visible, c'était pas un truc dont je parlais forcément. Bien évidemment qu'à l'époque on pensait systématiquement, et n'importe qui pensait à l'époque, que c'est les gens qui avaient le sida. Et c'était malheureusement il y avait une certaine réalité là-dedans. Et donc non, le regard des gens changeait forcément, toutes les peurs et tous les préjugés sur cette maladie s'inscrivaient, enfin on a tous en tête le nombre de licenciements abusifs qu'il y a pu y avoir, des gens séropositifs qui ont été licenciés sans cause réelle, sans motif sérieux, du seul fait de leur séropositivité. Voilà, même si aujourd'hui il y a des lois qui sont arrivées et qu'on protège quand même, les séropositifs sont protégés par le code du travail, à l'époque c'était pas forcément le cas et on a été victime très 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 longtemps du rejet de la part des autres. Est-ce qu'il faut le dire? D'abord, on n'est pas obligé de le dire. Ça c'est vraiment. Donc du coup, j'ai été assez protégé pendant les 10 premières années. Ce qui a marqué vraiment une étape cruciale, c'est le jour où j'ai déclenché la première maladie opportuniste. Parce que bien évidemment, là, une pneumocystose, un cytomégalovirus, bien évidemment que ce sont des maladies on ne peut plus travailler. Donc j'ai été obligé d'arrêter de travailler avec un amaigrissement énorme, avec 20 kilos, je crois que j'avais perdu 20 kilos, avec des séjours à l'hôpital qui étaient très longs. Donc bien évidemment que c'est à partir de ce moment-là que ma relation avec l'emploi, ou en tout cas dans la continuité, ou dans un truc de carrière ou d'évolution naturelle, tout ça s'est interrompu, puisque la maladie prend le pas et devient beaucoup plus présente que le réel, que le quotidien. Ce qui motive et ce qui conditionne tout son vécu finalement, surtout à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas de traitement, c'était la maladie. Le truc, c'est qu'on a besoin de bosser pour continuer à bouffer. C'est-à-dire que malheureusement, le système, même si le système français, à l'époque, n'était pas trop mauvais, parce qu'il quand même, il couvrait, on avait quand même des garanties et des mesures et des précautions sociales qui étaient mises en place. On a quand même besoin de travailler pour pouvoir se loger et bouffer. Et puis c'est difficile quand on est très très jeune, c'est assez compliqué de finalement être inactif. C'est pas un truc, on n'a pas été conditionné, on n'a pas été éduqué comme ça, et surtout parce qu'on est malade. C'est-à-dire que si on décide un beau jour d'arrêter de bosser pendant 2 ans parce qu'on a envie de faire le tour du monde avec un sac à dos, c'est formidable. Et on n'a pas ce côté que je mettrais vraiment entre guillemets, qui est le côté improductif, mais qui est un truc qui a vraiment collé au séropos et qui colle encore de temps en temps aujourd'hui, même si c'est moins flagrant, c'est encore un qualificatif qu'on pourrait avoir de manière très péjorative sur le dos. Et à l'époque, ça l'était beaucoup plus, puisqu'on était beaucoup plus malade. Et ça a duré, même après la mise en place des premières trithérapies et les premiers succès
enregistré avec les trithérapies, mais avec les effets secondaires très importants qu'on a tous connus, ce sentiment comme ça d'improductivité ou d'inégalité, finalement on n'était pas physiquement égaux aux autres, a perduré. C'est vrai qu'à l'époque c'était très compliqué, et surtout quand les stigmates, quand la maladie était visible, qu'elle était plus visible que finalement ce qu'on avait de vivant. On ne voyait plus que ça. Des hommes ou des femmes de 30 ans, de 25 ans, ou de 30 ans ou 35 ans, extrêmement maigres, avec des taches sur la peau,